Qu'est-ce qu'un QR code? Ce petit carré noir et blanc devenu banal que tu scannes pour lister un menu, pour payer, pour t'enregistrer ou encore te localiser. Pour moi aussi ça ressemblait plus à de la sorcellerie qu'à autre chose. Mais alors comment ça marche et pourquoi est-il autant utilisé? Yo, moi c'est Excel et sur cette chaîne on parle de technologie et de comment les choses marchent vraiment. L'histoire du QR code est très humaine. En 1825, un peintre renommé vivait à New Haven dans le Connecticut avec sa femme et ses 2 enfants. Même si sa femme attendait leur 3e enfant d'un jour à l'autre, l'occasion était beaucoup trop belle pour la laisser passer et il partit en toute hâte pour Washington DC où le marquis de Lafayette l'attendait. Là, le peintre écrivit à sa femme pour décrire sa première rencontre avec le marquis de Lafayette en signant « Je vous écrirai bientôt. Mes amitiés à tous les enfants, avec la plus grande hâte, mais avec la même affection ardente que jamais. Ton époux bien-aimé. » Après quelques jours sans réponse, un coursier lui apporta une lettre annonçant que sa femme était tombée malade après l'accouchement. Inquiet, le peintre se précipita chez lui. Il voyagea en charrette, à cheval, jour et nuit, et parvint à rentrer à New Haven en quelques jours. Mais il était déjà trop tard. Sa femme était décédée. Le nom du peintre était Samuel Finley Breeze Morse. Vous voyez où je veux en venir. Le code Morse, ça vous parle? À partir de ce jour, Morse se mit en quête d'un moyen plus rapide de communiquer sur les longues distances. Il obtint un emploi à l'université de New York où il suit des cours en électricité, un domaine en plein essor à cette époque. En 1836, avec Joseph Henry et Alfred Vail, il conçoit une machine capable d'envoyer des impulsions électriques le long d'un fil. Ce n'était pas le premier télégraphe électrique, mais c'était le plus simple. Au Royaume-Uni, une autre équipe avait mis sur pied une série de circuits permettant de déplacer 5 aiguilles magnétiques pour pointer des lettres et des chiffres. Le système de Morse était beaucoup plus simple. Il ne nécessitait qu'un seul circuit. Mais la simplicité de l'appareil exigeait une méthode plus astucieuse de codage de l'information. Sur le circuit, on ne pouvait envoyer des impulsions courtes ou longues. Le Morse transformait les informations en points et en tirets. Les lettres les plus courantes pouvaient être envoyées d'une simple pression sur une touche. C'est le cas de E et du T. Un point pour un E et un tiret pour un T. Les autres lettres étaient classées par fréquence et attribuaient des codes de plus en plus complexes. Ces symboles étaient censés être imprimés sur une bande de papier par le récepteur. Mais les opérateurs ont vite compris qu'ils pouvaient reconnaître les lettres simplement grâce à un son. Cela a accéléré la vitesse d'envoi et de réception de l'information, faisant du code Morse une norme internationale pour la messagerie rapide, largement utilisée dans l'armée, la communication et l'aviation. L'appel de détresse, universellement reconnu, SOS. Que signifie-t-il? Rien. C'est juste qu'il est facile à envoyer et à reconnaître en code Morse. Le code Morse a révolutionné la communication, mais au siècle suivant, il allait transformer un secteur totalement différent. À la fin des années 1940, Bernard Silver était un étudiant en ingénierie. À l'université Drexel en Pennsylvanie, il a entendu un jour le président d'une chaîne de supermarchés locale demander au doyen de la faculté d'ingénierie de trouver un moyen d'accélérer le passage à la caisse. À l'époque, les caissiers devaient saisir chaque article et son numéro à la main, un processus si fastidieux et répétitif que de nombreux caissiers avaient développé un syndrome du canal carpien. Silver expliqua le problème à son ami Norman Joseph Woodland. Et ensuite, ensemble, ils commencèrent à expérimenter. Après plusieurs faux départs, Woodland déménagea en Floride. Un jour, sur la plage, il dessina des points et des traits en morse sur le sable, une technique qu'il connaissait bien en tant que scout. Il se souvient. J'ai simplement rallongé les points et les tiré vers le bas, et j'en ai tiré des lignes fines et des lignes larges. De ces humbles débuts est né le code barre universel, ou encore code barre UPC.
capable de stocker une chaîne de caractères à 12 chiffres. Il est lu en balayant le code avec un laser et en vérifiant la quantité de lumière réfléchie pour lire les lignes noires et blanches, essentiellement des points et des tirets. 2 lignes verticales sont placées au début, au milieu et à la fin pour garantir une lecture correcte du code barre par le lecteur. Le code barre est divisé en 2 parties, gauche et droite. Sur le code barre, les traits noirs et blancs n'ont pas le même motif. Ils sont inversés d'un côté à l'autre pour que le scanner sache toujours distinguer la gauche de la droite. Et le code barre peut ainsi être lu dans n'importe quel sens. Vu à l'endroit sur un article commercial, les chiffres du code barre indiquent généralement le fabricant à gauche et le produit à droite. Les fabricants paient d'importantes sommes d'argent pour se réserver un nombre donné de chiffres afin d'enregistrer exclusivement leurs produits. Ainsi, les 12 chiffres d'un code barre identifient de manière unique chaque produit d'épicerie que vous avez acheté. Ce pot de chocolat est identifié par les mêmes 12 chiffres, où qu'il se trouve dans le monde. Et toutes les formes de chocolat, quelle que soit la marque, ont leur propre code barre. Allons-nous un jour manquer de code barre? C'est la question qu'on pourrait se poser. Eh bien, 12 chiffres pourraient se combiner pour donner 10 à la puissance 12, soit 1000 milliards de séquences possibles. Cela devrait largement être suffisant. Mais il y a un hic. Les créateurs du code barre savaient qu'il pouvait être rayé, taché ou falsifié. Ils ont donc réservé le dernier chiffre pour vérifier l'intégrité du code barre. Prenez n'importe quel code barre et additionnez les chiffres sur les positions impaires. Multipliez ce résultat par 3. Ajoutez la somme des chiffres des positions paires au résultat et prenez le reste de la division de ce nombre par 10. Si le reste vaut 0, le chiffre de contrôle est 0. Sinon, le chiffre de contrôle est égal à 10 moins ce reste trouvé. De ce fait, si un seul chiffre du code barre est illisible parce que effacé ou rayé, le scanner peut utiliser le dernier chiffre pour rétro-calculer sa valeur grâce à cet algorithme. Mais si 2 chiffres sont endommagés, alors tant pis. Dans ce cas, il faut saisir les chiffres imprimés sur le code barre, tout simplement. Il n'y a pas d'autre alternative dans ce cas de figure-là. Et bien maintenant, sans ce dernier chiffre, le nombre de possibilités uniques est de 10 puissance 11 et non plus 12 comme précédemment, soit 100 milliards d'options. À ce jour, 1,24 milliard de codes barres ont été enregistrés, un nombre qui augmente sans cesse chaque jour. Ils ne dureront donc pas éternellement. Mais ce n'est pas pour cela que les gens ont commencé à chercher des alternatives au code barre. C'était surtout pour la quantité d'informations qu'un code barre peut contenir. 12 chiffres à eux seuls ne pouvaient identifier qu'un seul produit. Mais que se passerait-il si quelqu'un voulait en savoir plus? Comme par exemple la provenance d'un produit. En 1986, au Royaume-Uni, des bovins ont commencé à présenter les symptômes d'une étrange maladie cérébrale, l'encéphalopathie spongymorphe bovine, ou tout simplement maladie de la vache folle. La maladie se propage lorsque le bétail consomme des aliments contenant des prions, des protéines mal repliées. Et si l'on consomme de la viande de bœuf contenant des tissus provenant de cerveau ou de la moelle épinière bovine infectée, on peut contracter des maladies cérébrales apparentées qui transforment littéralement le cerveau en éponge. À cette époque-là, comme aucun test ne permettait de détecter la maladie de la vache folle chez les vaches vivantes, des millions de bovins ont tout simplement été abattus. Les autorités sanitaires cherchaient une méthode pour retracer les origines des importations de bœuf. Mais compte tenu de toutes les informations nécessaires pour chaque pièce de bœuf, les codes barres se sont avérés insuffisants. L'inventeur américain Davis Hales a tenté de résoudre le problème en superposant plusieurs codes barres. Le résultat, le code 49, ressemblait à une étagère. Il s'agit en fait du prédécesseur du PDF 117. Un code souvent utilisé sur les cartes d'embarquement des compagnies aériennes. Mais le code 49 ne résolvait pas le problème de la quantité de données. Au mieux, il multipliait par 100 les informations qu'un code barre pouvait contenir. Une méthode plus efficace consistait à étendre le code barre en 2 dimensions, créant ainsi une matrice de données. La NASA a expérimenté une technique en 1994 avec VeryCode, utilisée pour suivre et identifier les pièces de la navette spatiale.
Ce code initialement propriétaire était lu par les premiers appareils photo numériques plutôt que par des lasers. À la fin de cette époque, Masahiro Hara, un ingénieur chez Denso, fabricant japonais de pièces automobiles, était frustré de devoir scanner plusieurs codes barres pour remplir une même boîte de composants automobiles. Hara a alors entrepris de développer une alternative par lui-même. Il s'est inspiré d'une source inhabituelle. Un QR code, c'est comme une petite grille de pixels noirs et blancs qui fonctionne comme une sorte de langage secret. Chaque case noire correspond à 1 et chaque case blanche correspond à un 0. Ces 1 et ces 0 sont du binaire, la langue que les ordinateurs comprennent. Avant de remplir le carré, on commence par convertir notre message. Par exemple, disons www.youtube.com en une suite de nombres grâce au code ASCII. Chaque caractère, le W, le Y, est traduit en nombres, puis en binaire sur 8 bits. Résultat, on obtient une longue suite de 0 et de 1 qui seront ensuite inscrits dans la matrice du QR code. Et selon la version du QR code, 21 x 21 cases ou 25 x 25 cases jusqu'à 177 x 177 cases, on peut stocker de quelques dizaines à plusieurs milliers de caractères. Suffisamment par exemple pour mettre tout le programme informatique qui a guidé Apollo 11 vers la Lune. Mais un QR code, ce n'est pas seulement des données jetées par hasard. Les 3 gros carrés dans le coin permettent à ton téléphone de savoir dans quel sens lire le QR code. Le petit carré d'alignement sert à corriger les déformations si tu scannes de travers. Les bandes de chronométrage, ces lignes en damier, donnent le rythme et aident à calibrer la lecture. Il existe même des zones de silence, c'est magnifique, n'est-ce pas? Un espace blanc autour du QR code qui garantit qu'il sera reconnu sans parasite. Tout cela permet à ton smartphone de repérer immédiatement la version du QR code, sa taille, son orientation et de commencer à décoder les informations. C'est un design à la fois simple à l'œil et agréablement précis sous le capot. Nous pouvons vraiment dire que Hara est un fou génie, un super génie pour avoir pensé un système pareil. Parce que à la fin, il y a aussi la robustesse et la magie des maths par derrière. La moitié du QR code n'est pas occupée par les données brutes, mais par quelque chose d'encore plus malin, la correction d'erreurs. Grâce à des équations comme le Reed-Solomon, le QR code peut se réparer tout seul si une partie est effacée, tachée ou masquée. Jusqu'à 30% du code peut être endommagé et il restera lisible. Ceci se différencie du code barre où on avait une marge d'un seul chiffre. Vous voyez la différence déjà, n'est-ce pas? C'est ce qui permet de mettre un logo en plein milieu du QR code sans casser la lecture. Selon le type de données, on choisit le format. Ça peut être des chiffres seuls, du texte, des octets, par là j'entends des bits, ou même du kanji japonais. Tout cela est inscrit dès les premiers bits, comme une notice que ton téléphone utilise, lit avant de parcourir le reste du QR code. Résultat, un petit carré noir et blanc, apparemment banal, mais qui cache une véritable prouesse mathématique et visuelle. Capable de transmettre un message en une fraction de seconde. Les codes QR disposent de 4 niveaux de protection intégrés directement dans la conception même du code. Même si un tiers du code est effacé, ou endommagé, ou masqué, ton smartphone peut reconstruire les informations manquantes. Plus le niveau de correction est haut, plus on réserve d'espace dans le code pour cette redondance, et ceci au détriment de la quantité des données. Mais alors, comment ça marche exactement? Comment ça marche concrètement? La première astuce est la duplication. Certaines informations essentielles, comme le niveau de correction, sont écrites 2 fois dans 2 zones différentes du QR code. Si l'une est endommagée, l'autre prend le relais. Ensuite, il y a un deuxième mécanisme, plus mathématique. Les bits de données sont organisés pour être les plus éloignés possibles les uns des autres dans l'espace de combinaison binaire. C'est ce qu'on appelle la distance de Hamming, du nom du mathématicien Richard Hamming. En pratique, ça veut dire que si une erreur se glisse, par exemple, un 0 devient 1, le système peut détecter cela et corriger car le vrai message est toujours plus proche de l'une des combinaisons autorisées que des autres. C'est comme si les données légitimes étaient placées au coin opposé d'un cube, ce qui rend les erreurs faciles à repérer et à réparer. La magie des équations une fois de plus au service du quotidien.
Les mathématiques costauds derrière tout ça, notamment les codes correcteurs Reed-Solomon, qui permettent de récupérer des morceaux manquants à partir des informations redondantes. C'est exactement le même principe qui rend les CD et les DVD lisibles, même quand celles-ci sont rayées. Résultat, un QR code ou code QR n'est pas qu'une image d'un petit carré noir et blanc. C'est une véritable machine mathématique, capable d'encaisser des coups, de suivre vos frottements, des taches de café et même au graffiti. Grâce à cette robustesse, les QR codes sont devenus incontournables dans les paiements, dans les transports, dans la santé et même dans la publicité. On pourrait se demander pourquoi les QR codes sont si courants. Effectivement, il existe bien d'autres codes matriciels bidimensionnels. L'une des raisons du succès du QR code est que DensoWave a décidé de ne pas exercer ses droits sur le brevet du QR code. Ils ont ouvert le brevet à tous, ce qui a rendu le QR code si populaire. Puis en 2017, Android et Apple ont intégré des lecteurs de QR code directement à l'intérieur des smartphones et dans les appareils photo des smartphones immédiatement, ce qui a donné un essor considérable des QR codes. La pandémie de Covid-19 a également donné un essor au QR code dans le monde entier. Du jour au lendemain, les restaurants et les vendeurs ont souhaité disposer d'un moyen sans contact pour distribuer leurs menus et leurs informations produits. Le paiement sans contact par QR code a décollé en Inde et en Chine. Les codes QR se sont également révélés utiles pour stocker des dossiers de vaccination et les informations de santé personnelle dans les portefeuilles de téléphone. Mais leur diffusion massive a également créé des problèmes. Une question sur la sécurité des QR codes. Ces dernières années, ça ne manque jamais, les escrocs se sont immiscés à la danse. Ils veulent faire partie de la petite fête. Comme tout ce qui se passe sur Internet, il faut être particulièrement vigilant en matière de sécurité. Vérifiez où un code QR scanné vous mène avant de cliquer sur le lien. Commençons par le phishing, le QR code piégé. Voici la situation. Un pirate colle un faux QR code par-dessus un vrai, sur une affiche d'un menu, un ticket de transport ou un parking, par exemple. Quand tu scannes le QR, au lieu d'aller sur le site officiel, tu arrives sur un site frauduleux qui imite une banque ou une application de paiement ou un service connu. L'objectif, te voler tes identifiants ou tes informations bancaires. Deuxième escroquerie, le paiement détourné. Dans les pays où le QR est utilisé pour payer, par exemple Alipay, Orange Money, un peu partout en Afrique, etc., un escroc peut remplacer le QR d'un commerçant par le sien. Le résultat de cette arnaque ici est qu'au lieu de payer ton repas, ou ta commodité, ou ton bien, ou ton article, ton argent part directement dans le compte de l'escroc. Le troisième mode opératoire des escrocs est d'utiliser le code QR malveillant, l'installation de malware notamment. Certains QR codes contiennent des liens vers des applications ou des fichiers piégés. En scannant, tu télécharges un malware ou bien tu autorises ton téléphone à exécuter une action. Par exemple, ajouter un contact, envoyer un SMS, configurer un Wi-Fi pirate. Objectif, infecter ton appareil, espionner ou vider tes comptes mobile money ou bancaires. Alors maintenant, nous savons ça, comment est-ce qu'on peut s'en protéger? Première chose, toujours vérifier l'URL affichée avant de cliquer après un scan. Deuxième des choses, il faut éviter de scanner des QR codes trouvés par hasard dans la rue par exemple, ou sur des poteaux un peu partout. Troisièmement, toujours privilégier les QR codes officiels des applications, sites et commerçants connus. Quelle est la prochaine étape pour les QR codes? Contrairement au code barre UPC classique, qui pourrait un jour être en nombre limité, les QR codes offrent quasiment une infinité de combinaisons. Rien qu'avec un QR code de version 1, en utilisant le niveau de redondance le plus bas, on peut générer plus de 2 à la puissance 152 possibilités. C'est plus que le nombre d'étoiles dans l'espace, de grains de sable sur Terre ou encore de nombre de secondes écoulées depuis le Big Bang. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un simple motif de pixels noirs et blancs pris par hasard n'est presque jamais interprété comme un code QR valide. Derrière chaque motif que ton téléphone reconnaît, il y a une logique, des règles précises, des données codées, coordonnées et extrêmement bien pensées. Alors la prochaine fois que tu scannes un QR code, tu sauras qu'il fait partie d'un univers de possibilités gigantesques. Mais dis-nous en commentaire, est-ce que tu sais ce que signifie le mot QR? Et surtout, quelle est ton utilisation préférée de ce petit carré magique?